Alors, on se retrouve pour une petite vidéo tournée un samedi, il est 14h45, j'ai une petite donc après-midi pour aller câbler notre nouvel onduleur, un onduleur Eaton. C'est pas n'importe lequel onduleur, hein, c'est un 9PX 3000 VA qui est avec le NetPack. Alors le NetPack, c'est quoi? C'est tout simplement la carte réseau qui est, on va dire, intégrée donc directement par Eaton. Et cette carte réseau nous permet d'administrer les onduleurs à distance. C'est typiquement le type de pack que l'on propose à nos clients quand on installe un onduleur chez eux, dans leur baie informatique plus exactement. On va leur proposer un onduleur où il y a le NetPack. Avec cette carte réseau, on peut donc voir tout ce qui se passe au niveau de l'onduleur. On peut même éteindre ses prises, allumer ses prises, regarder les consommations, faire un petit peu de cybersurveillance à l'aide des outils de chez Eaton et ainsi être tranquille sur l'usage qui est fait de vos onduleurs. Et puis bien évidemment, ça permet de piloter les batteries aussi, savoir si les batteries sont en forme, etc. Alors, le carton, vous le voyez pas, je vais vous le montrer. Voilà, pour vous la faire simple, il y a différentes technos dans les onduleurs. Là, c'est un petit peu la techno type Ferrari, vous voyez, ou type voiture de luxe, pour pas citer trop de marques. Dans les onduleurs, vous avez des onduleurs qui vous corrigent les défauts. Celui-ci corrige les défauts. Et puis, vous en avez certains qui annulent complètement toute possibilité d'avoir des défauts, en tout cas qui viendraient d'EDF, ou en tout cas de votre fournisseur d'électricité. Si c'est pas EDF, c'en est un autre. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une double conversion en fait qui est faite. Il refabrique complètement le courant par un système d'induction. Alors là, je peux pas vous l'imager ici, mais peut-être qu'on vous mettra une petite photo devant moi pour vous imager en fait tout simplement le truc qui est que le courant qui arrive de votre fournisseur électrique est intégralement refabriqué par cet onduleur pour fabriquer le courant le plus pur possible. Donc là, il n'y aura aucun défaut dans le courant électrique avec lequel vous allez alimenter les produits qui sont dans votre baie, ou tout simplement parce que l'onduleur le refabrique et le fabrique évidemment très très bien. Alors, ces deux anciens onduleurs étaient déjà online double conversion. Celui-ci l'est aussi. Mais voilà, il est d'une génération beaucoup plus récente, donc une électronique beaucoup plus récente, des batteries toutes neuves, et puis avec le fameux NetPack qui va nous permettre d'administrer cet onduleur. Voilà pourquoi nous allons changer ces deux autres onduleurs par celui-ci, et en plus celui-ci est raqué, les deux autres n'étaient pas des onduleurs raqués, c'était des onduleurs de type tour. Là c'est pareil, vous les avez déjà vus lors de l'assemblage de cette baie d'extension. Alors voilà, je vous les montrerai rapidement, surtout quand ils seront en dehors de la baie. Et maintenant, il me reste à ouvrir ce carton. Je vous cache pas que c'est une opération qu'il faut faire normalement à deux, hein, parce que cet onduleur est quand même relativement lourd. Donc faire ça tout seul, c'est un petit peu complexe, mais ça se fait. Néanmoins, c'est pas recommandé du tout. Il faut faire ça à deux. Mais là, voilà, c'est le week-end. C'est plus simple pour moi de faire ça le week-end, parce que en semaine, les gens travaillent, on a des clients en plus qui ont hébergé des données chez nous, donc vous voyez, les deux combinés, c'est très très compliqué d'aller arrêter une infra pendant qu'on fait ça. Là, je vous dirais, j'ai arrêté juste le PVE7, je vais pas arrêter le reste, parce que normalement, le reste, il n'y a aucun problème, mais voilà, on ne sait jamais, une fausse manip, un truc qui se passe pas comme on veut, et on va pas planter tout carpe diem pour changer un onduleur, raison pour laquelle je le fais tout seul. Allez, maintenant le jingle, et après on se retrouve pour déballer l'onduleur. Alors, le cutter légendaire de Carpe Diem, on va d'abord enlever les petites lanières là en plastique rigide. Vous allez découvrir donc ce qu'il y a dans un carton de Eaton 9PX 3000. En tout cas, on va passer maintenant à l'ouverture du carton. Pour vous montrer un petit peu, déjà on retrouve justement la fameuse carte qui est la carte réseau pour aller piloter et superviser l'onduleur à distance. Donc ça, on la verra tout à l'heure quand on va l'intégrer, on va dire, dans l'onduleur. Alors maintenant, hop, gros polystyrène, évidemment, parce qu'il faut aller protéger la bestiole. De toute façon, c'est même, on va dire, le meilleur onduleur que vous pourriez trouver aujourd'hui pour protéger vos baies informatiques
quand vous avez des serveurs à l'intérieur d'une baie informatique et qu'en plus vous êtes par exemple dans un milieu un petit peu industriel où vous pouvez avoir du délestage, vous pouvez avoir des voisins, on va dire, qui tirent beaucoup sur le courant, ou bien même que vous souhaitez avoir la meilleure protection électrique pour vos serveurs, eh bien direct, n'hésitez pas, vous prenez du 9PX. Voilà, alors, donc ici, vous voyez la référence, donc le 9PX 3000 IRT 2U, parce que donc il en existe en 3U et en 2U, là c'est la version 2U, et c'est une version qui est un petit peu moins lourde aussi, on va pas se le cacher, mais elle pèse quand même son poids, hein. Je vous mettrai en incrustation le poids que fait cet onduleur, c'est pas 5 kilos. Hein. On va tenter l'opération d'extraction de l'onduleur sans se faire mal au dos. Alors, petit manuel aussi d'assemblage, on va dire, si vous voulez le mettre en mode tour, parce qu'on peut le mettre en mode tour. Donc là, ils fournissent les pieds, vous les vissez sur le côté et c'est en mode tour. Bon, là, nous, il va être en mode rack. Allez, hop. Donc, le voici. On va faire comme on peut. Alors, je vais tout de même vous donner 2-3 infos techniques, que ce soit en termes de possibilités ou en termes de connectivité que vous voyez ici. Vous avez tout un ensemble de connectivités. Alors, on les utilise, nous, pas toutes, tout le temps, bien évidemment. Mais néanmoins, ça peut nous arriver, selon les besoins de nos clients, eh bien, d'utiliser tout en partie toute cette connectivité. Alors déjà, vous avez ici des prises IEC C13 de 10 ampères. Je viendrai après avec la différence qu'il y a entre le haut et le bas. Et ici, des prises IEC 19, si je vous dis pas de bêtises, de 16 ampères. Alors, évidemment, ça va être pour des usages particuliers. Par exemple, si vous avez des PDU, des choses comme ça, ça va se brancher sur du 16 ampères. Et puis, si c'est pour des serveurs, si c'est pour des périphériques diverses qui sont dans votre baie, eh bien, dans ce cas-là, on va utiliser les prises de 10 ampères. Mais, vous l'avez noté, il y a une couleur différente entre là et là. Donc, on en a des noirs et des grises. Et les grises sont séparées en 2 groupes. Alors, vous avez ici le groupe 1, et ici, le groupe 2. Ces prises-là sont des prises commandables, ou pilotables, ou gérables à distance, vous direz comme vous voudrez. Ça nous permet, en tout cas, eh bien, d'allumer ou d'éteindre du matériel qui serait raccordé sur ces prises-là. C'est-à-dire qu'à l'aide du logiciel, soit qu'on installe sur un des serveurs, évidemment pas alimenté par ce biais-là, ou sur des logiciels qui sont en mode cloud, eh bien, on va pouvoir dire, bah voilà, toi, tu vas éteindre, par exemple, ce groupe-là, tu vas éteindre les prises du groupe 2, et ça va nous permettre ainsi d'arrêter un matériel qui serait dans un état un petit peu incertain, c'est-à-dire ni en fonction, ni vraiment en panne, mais bon, dans un état où on n'arrive pas à reprendre la main dessus, eh bien là, on va pouvoir l'éteindre électriquement, et puis le rallumer électriquement, si le matériel est bien paramétré, eh bien, quand le courant revient, il redémarre, et là, on peut reprendre la main sur le matériel. Alors, les prises noires au-dessus ne sont pas commandables. Ce sont des prises qui sont tout le temps alimentées. En tout cas, quand l'onduleur est en service, est en route, eh bien ces prises-là sont tout le temps alimentées, alors que celles-ci, on peut avoir un effet dessus. Soit on les active, soit on les désactive. Vous avez une connectique ici dédiée à brancher des batteries extérieures. À savoir que vous pouvez avoir jusqu'à 4 modules comme ceci, que vous positionnez au-dessus, au-dessous, peu importe, mais en tout cas dans une baie serveur très costaud, parce que ça pèse évidemment beaucoup de poids, ce sont des batteries externes. Donc, ce sont des modules comme celui-ci, en gros, mais qui sont remplis de batteries. Donc, ça a vite fait de faire beaucoup de poids. Il n'est pas chargé que de batterie, celui-là. Par contre, quand vous avez un module qui est chargé que de batterie, bon, bah là, on doit être facilement dans les 30 kg, vous voyez, par module. Ce sont donc des modules de 2U, me semble-t-il, comme celui-ci. Bon, bah là, ça fait vite du poids. Donc, il faut avoir la baie serveur de qualité. Et vous avez jusqu'à 4 modules comme cela qui vont venir s'additionner en termes d'autonomie. Eh bien, ça va dépendre bien évidemment de ce que vous tirez. Mais voilà, vous avez 4 modules qui peuvent s'additionner, plus le module maître, en quelque sorte, qu'est l'onduleur, et ainsi avoir une autonomie vraiment géante. Nous, on a mis ça pendant la période du Covid, vous voyez, où on pouvait difficilement aller parfois dans les locaux parce qu'il fallait des autorisations de sortie, etc. Et bon, on s'était dit, là, faut vraiment pas que ça plante. Certains de nos clients nous ont dit, moi, j'aimerais bien avoir un module ou 2 supplémentaires, en tout cas supplémentaires, en plus de l'onduleur, pour pouvoir
étendre eh bien l'autonomie en cas de problème électrique du voisinage et puis que personne pourrait remettre ça en service rapidement. Ici, le petit cache qu'on va venir remplir tout à l'heure justement avec notre carte réseau. Là, ce sont différents borniers. Alors là, vous voyez, c'est un relais, une sortie relais. Ici, ça doit être pour des contacts secs ou des arrêts à distance de l'onduleur, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une sorte de bouton, vous voyez, qui va venir démarrer ou arrêter l'onduleur. Et puis ici, ça doit être un peu l'inverse de mémoire, c'est si vous coupez ici, bah, ça arrête l'onduleur. Voilà, donc vous voyez, vous avez un bouton poussoir rouge de type urgence, vous appuyez dessus, boum, ça coupe tout. Vous avez ici un RS232 pour le piloter à distance. Vous avez ici la batterie détection. Alors, batterie détection, c'est en fait pour l'onduleur, c'est le petit câble qu'on va venir mettre sur les modules externes qui va permettre de détecter si les modules sont en bon état de fonctionnement ou pas. Et alors ici, pour finir, vous avez un petit port USB avec le logiciel Eaton Intelligent Power. Vous allez pouvoir administrer à distance cet onduleur si vous n'aviez pas la petite carte réseau qui va bien. Alors quand je dis à distance, c'est quand même à modérer un petit peu. Vous prenez la main sur le serveur et à partir du serveur, vous allez pouvoir, avec le logiciel donc Eaton Intelligent Power, eh bien gérer un petit peu les sorties, déjà les sorties qui sont là, et puis voir un petit peu l'état de l'onduleur, connaître sa consommation, etc. Et puis bon, bah là, vous avez un ventilo. Ici, vous avez le câble d'alimentation. Comme vous pouvez le voir, c'est un gros câble d'alimentation qu'on va voir dans le carton. Alors, en tout cas, c'est un câble qui sait encaisser 16 ampères de consommation. Pour vous donner aussi d'autres infos, sachez que dans cette gamme d'onduleurs, il y a une spécificité au 9PX, c'est que 1 watt égale 1 VA, c'est-à-dire qu'il y a un taux de rendement qui est de 1 pour 1. Donc vous avez vraiment ce facteur de rendement qui est juste top, où la consommation, l'électronique a été étudiée pour avoir une parfaite, on va dire, mise à disposition de vos applications, et bien toute l'énergie qui serait absorbée par cet onduleur est restituée. Donc 1 VA égale 1 watt. C'est quand même une grosse spécificité de cette gamme 9PX, hormis le fait qu'elle soit online double conversion. Vous avez un bypass qui peut être mis à l'extérieur de cet onduleur qui vous permet de bypasser donc l'onduleur en cas par exemple de problème, vous devez changer des batteries. Alors vous n'avez pas forcément besoin d'un bypass externe en cas de problème, il y a un bypass intégré, donc en cas de problème, et ben en fait ça va tout de suite passer sur une alimentation en direct. C'est l'onduleur qui va shunter le système électronique à l'intérieur pour vous assurer une continuité de fonctionnement. Je vous parlais des batteries il y a quelques instants, vous pouvez aussi changer les batteries sans interruption de l'onduleur, mais voilà, sachez que s'il y avait un problème, on a la possibilité également d'avoir ce bypass externe, donc avec un gros bouton qui vous permet de dire bah, je change d'onduleur et en une nanoseconde, eh bien vos appareils étaient alimentés avant par cet onduleur seront alimentés par un autre onduleur qui sera juste au-dessus ou juste en dessous. Voilà pour les grosses caractéristiques de cet onduleur. Il y a sans doute encore beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites d'un point de vue plus électrique, d'un point de vue plus électronique. Là, je vous ai quand même bien dégrossi. Gardez en tête que c'est vraiment l'onduleur dont ont besoin les clients, qui ont un petit doute sur la qualité de l'électricité qu'on leur apporte, et puis sur leur environnement. Voilà, quand vous êtes dans un environnement industriel, j'allais dire, il faut pas hésiter une seule seconde. C'est vraiment ce type d'onduleur vers lequel il faut se diriger. Allez, je vais intégrer maintenant la carte réseau, et puis après, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Dedans, il y a les rails, il y a quelques câbles électriques, et puis on va passer au montage dans notre baie. Voilà, ici, la carte que nous allons intégrer. Eh bien, juste là, donc pour cela, rien de plus simple, on dévisse les deux vis qui sont là. Je vais essayer de faire ça sans bouger trop la caméra. Vous allez voir que c'est normalement pas trop compliqué. Il faut juste arriver à viser le trou de la vis. J'ouvre donc le sachet qui me protège cette carte. On va essayer de pas mettre ses doigts dessus parce que j'ai des chaussures avec de l'élastomère, comme vous pouvez le voir, juste là, et de la moquette juste ici. Donc, c'est vraiment pas le bon combo. On va aller mettre la carte à l'intérieur. Pour cela, hop, il y a les petites fentes pour laisser passer. Clac. Hop, la petite carte. Et ben voilà, c'est fait. Donc, il reste plus qu'à remettre les vis.
Et après, ben, on paramètre tout simplement le fonctionnement. Alors, il y aura sans doute une mise à jour de firmware à faire parce que entre le moment où la carte a été fabriquée et le moment où le produit est arrivé chez nous, eh bien évidemment, il y a eu potentiellement de nouveaux firmware, mais ça se fait très facilement. Il n'y a aucune difficulté à cela. Voilà, alors, on se retrouve là avec la carte qui dispose donc du connecteur RJ45 pour aller mettre notre câble réseau. Ici, c'est un câble pour aller brancher des auxiliaires, c'est-à-dire des accessoires Eaton. Là, on a un petit port console qui nous permet d'administrer en local, on va dire, la carte. Différents voyants d'état qui nous indiquent la vitesse du port, par exemple du port réseau qui est ici. C'est un port réseau gigabit. Et puis, vous avez un petit bouton ici qui sert à resetter. Par exemple, quand il y a un problème avec le firmware, je parlais justement du mise à jour de firmware pour pouvoir revenir sur un firmware de base ou selon en fait le nombre de la durée sur laquelle vous appuyez sur le bouton, et ben ça a différentes fonctions. Alors, dans ce carton, on retrouve déjà un gros sac rempli de câbles avec un accessoire. Si Eaton m'entend, ils vont pas être contents, mais que je n'aime pas. Voilà. Cet accessoire-là, qui est une pièce en plastique qui évite l'arrachement involontaire des câbles électriques quand ils sont branchés, ben, vous voyez, juste ici. Voilà. Donc, vous branchez ça, ou plutôt, vous vissez ça comme ça, là, et puis, ça évite d'avoir des câbles qui s'enlèvent alors que personne ne voulait qu'ils s'enlèvent. Vous voyez, alors là, par exemple, ici, là, tac. Je vous le montre, ici c'est facile, hein, comme c'est. D'ailleurs, c'est pas ce côté, ça serait plutôt ce côté. Voilà. Donc là, eh bien, on se retrouve avec un câble, hop là, qui doit venir se clipper comme ceci, là. Eh ben, je vous raconte pas, hein, pour aller l'enlever, le câble de son petit cache, là, pour aller juste retirer celui-ci, généralement, c'est pas possible, donc vous êtes obligé de vous dévisser eh bien, toute cette partie-ci, hein, de l'enlever pour pouvoir enlever juste un câble. Donc c'est sans doute fait exprès, hein, dans l'esprit de dire on va éviter l'arrachement involontaire. Ben, je sais pas, il y a un autre système à inventer. Vous voyez, comme celui-ci, là, moi celui-ci, il est très très bien, ce système-là. C'est un système qui vous bloque la prise, donc on le clip dans la carcasse de l'onduleur, et puis on descend ça sur la prise, et ça nous bloque la prise, et donc ça, c'est un système anti-arrachement qui est vraiment efficace. À mon avis, c'est ce qu'il faudrait faire pour toutes les prises. Voilà, alors je me doute bien qu'avec toutes les prises qui sont côte à côte, c'est beaucoup moins simple, mais quand même, voilà, à étudier peut-être. Ils nous fournissent différents câbles, donc là, des câbles 10 ampères, on va pouvoir raccorder 2 alimentations de serveurs. Ici, c'est le gros câble électrique qui va nous permettre d'alimenter l'onduleur. Donc c'est du IEC C19 pour le format que vous avez ici. Et donc c'est du 16 ampères, vous voyez, on voit que le câble est plus épais que l'autre. Bon, ici c'est le câble console qui nous permet de l'administrer en local. Ici, l'autre système anti-arrachement. Et enfin, un câble en USB type A et type B de l'autre côté pour pouvoir administrer l'onduleur à partir d'un serveur qui serait donc dans la même baie. Voilà. Et puis les différentes petites pièces en ferraille là qui vont nous permettre de bloquer les arrivées électriques 16 ampères. On va aller chercher les 2 dernières choses qui sont dans le carton. La première, c'est cette pièce-là, ou ces 2 pièces-là, qui sont des pieds pour fixer l'onduleur en format tour. Et puis, vous avez ici le kit rail qui est donc fourni par Eaton. Je ne sais pas si c'est tous les fabricants qui fournissent les kits rail par défaut. Bon, je pense que oui quand même, parce que autrement ça serait quand même assez compliqué d'aller installer cet onduleur sans le kit rail. Donc le kit rail que vous avez là, pour vous le montrer, voilà. Donc c'est un kit rail très costaud. Vous voyez, on est sur de la ferraille qui doit bien faire les 1,5 mm ici d'épaisseur. Donc ça va tenir. Et puis ici, ce sont les petites pièces qu'on va mettre en façade de l'onduleur pour aller le fixer sur le châssis, on va dire, de votre baie. Alors, on se retrouve dans notre salle serveur
bon, qui n'est pas que notre salle serveur, qui est aussi notre salle atelier, comme certains parmi vous le savent peut-être déjà. Et puis, par commodité, par prudence, j'ai préféré éteindre nos deux serveurs qui sont ici. Donc là, vous voyez, on a la lumière jaune typique du serveur arrêté chez HP, donc notre PVE7 qui est un des membres de notre data center, et notre PVE8 qui est un de nos systèmes de sauvegarde. On en a 3. J'ai préféré les éteindre étant donné que ces deux serveurs-là sont justement protégés par les deux onduleurs qui sont en dessous. C'est préférable, comme ça, il y a zéro problème. Petite dédicace à tous ceux qui m'ont vu câbler cette baie et qui m'ont dit oui, quand même, utiliser du câble rigide hein, pour aller mettre à la terre les portes, c'est vraiment pas bon hein, parce que ça va casser. Bon, bah, voyez, ça va faire pas loin maintenant d'1 an et demi, 2 ans peut-être, quand vous avez tourné ces vidéos. Les câbles rigides sont toujours là. Et n'ont pas cassé. Hein. Il a même son frère qui est ici et qui n'a toujours pas cassé et pourtant on les a ouvertes quelques fois. Voilà, donc c'était une private joke hein, pour ceux qui auraient suivi nos précédentes vidéos et puis qui auraient lu quelques commentaires de cette nature. Voilà, alors sans plus attendre, si je puis dire, on va arrêter les onduleurs qui pour l'instant, vous voyez, sont en service. Juste ici, et puis on va aller décabler l'arrière, aller préparer les rails pour aller glisser l'onduleur du mieux qu'on peut, parce qu'avec le bazar que j'ai derrière moi, ça va pas être simple, il va falloir l'introduire un petit peu en biais, on va dire. Allez, pour l'instant, on arrête donc les onduleurs, hop, il est arrêté, et le deuxième, pas de défaut, pas de charge, en tout cas pas trop. Il est arrêté aussi. Vous allez peut-être entendre de temps en temps une soufflerie se mettre en service. Vous savez, c'est notre système maison de ventilation de nos MS01 juste au-dessus. Je vais vous la remontrer, ou le remontrer, que vous voyez juste ici. Donc c'est toujours en service, évidemment. On avait fait ça il y a maintenant 1 an, je crois. Eh bien, ce système-là détecte la température qu'il fait à l'intérieur de notre baie et puis va introduire de l'air frais par ces deux entrées d'air où vous avez 2 gros ventilos à l'intérieur de ce bloc de ZU. Voilà, là vous voyez un des onduleurs et le deuxième onduleur. Donc on va lui arracher, tac, si on peut, à moins qu'il y ait un bloc câble. Non, il n'y en a pas. Donc, les alimentations, on va changer ce câble qui aura donc l'étiquette onduleur 1 néanmoins pour aller alimenter notre onduleur. Ça, c'est de IEC C13 et nous, c'est du IEC C19 qu'il nous faut pour nos 16 ampères. Donc, il va falloir changer ce câble et lui mettre le câble fourni par Eaton. Me revoilà du bon côté de la baie. Il va falloir que je sorte ces 2 onduleurs. Voilà, alors, ce sont de très bons onduleurs, hein, ceux-là. Hein. C'est juste une génération, on va dire, un petit peu ancienne, mais c'était déjà des onduleurs online double conversion. Donc c'était déjà du sérieux, mais là, on a la Rolls. Donc c'est encore mieux. Moi, j'aime bien avoir un petit peu d'espace entre tous les éléments, ne serait-ce que pour manipuler. C'est souvent plus pratique. Alors, on va pas se mettre au 1, parce que le 1, ça veut dire que l'onduleur va, si un jour on a à le sortir, il va plus ou moins risquer de taper ici. On va se le mettre au 2 et 3, étant donné que c'est un 2U. Le 1, on va mettre un petit cache, et sur le 4 et 5, on mettra également un petit cache de 2U pour aller parfaire, on va dire, l'état de la baie. Et ça va nous donner ainsi un peu de la latitude à éventuellement rebouger tranquillement ce qu'il y a au-dessus sans être tout de suite sur l'onduleur. C'est pas plus mal. Avant cela, il va falloir dégager les câbles qui sont à l'arrière parce qu'il va falloir visser donc ce fameux rail que je vous ai montré tout à l'heure qui va évidemment tenir sur le montant de devant et le montant arrière de la baie. Tout est bien dégagé.
Et on va pouvoir intervenir sur l'espace 2, 3 là, pour aller fixer eh bien, les petites attaches qui vont bien. Ça, ce sont les attaches en façade qu'on ira mettre juste après. Et là, on a les rails, fixation arrière et avant au niveau de la baie, qu'on va aller fixer tout de suite. Donc, elles sont clairement indiquées right, left. Cette partie-ci, c'est la partie que vous avez à l'avant. Le rail, là, on va dire, de prolongation est fait pour aller à l'arrière et va dépendre évidemment de la longueur de votre baie. Nous, c'est une profondeur 1000, donc il va bien nous falloir l'étirer jusqu'au bout. Et ici, eh bien, vous allez avoir à fixer, généralement, c'est comme ça que ça se passe avec tous les rails un petit peu costauds. En fait, les vis vont aller directement se fixer ici. Donc, vous avez le montant qui est de ce côté-là. Et hop, vous vissez entre le montant et le support. Là, vous voyez, vous avez 3 vis à mettre pour bien tenir eh bien, la charge que représente l'onduleur. Donc, c'est ce qu'on va faire juste ici. Donc, on va fixer cela sur l'emplacement 2. Et puis, on va faire la même chose sur l'autre montant de gauche. Il n'y a rien de très compliqué à faire ce que je vous montre là. C'est vraiment là presque du Lego. Et après, bon, il faut être méticuleux néanmoins parce que ce sont des charges lourdes. Donc, il faut faire attention à ce que ça soit en capacité de bien supporter, donc de devoir bien fixer au préalable vos rails. Et puis après, il y a la partie branchement électrique, où là aussi, c'est pareil, il faut un petit peu de cohérence dans ce que l'on fait. Donc ici, nous avons toute la petite visserie, avec à chaque fois la vis, et puis sa rondelle, on va dire, adaptée, qui va venir élargir un petit peu la tête de la vis. Hop, donc on va se préparer tout ça. Alors je fais ça avec une seule main, étant donné que l'autre tient la caméra, ce qui n'est pas le plus évident, comme vous pouvez le voir. Mais on va finir par y arriver. On a préparé toutes les vis. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les installer. Donc on a dit sur l'espace numéro 2. Donc ça derrière. Et là, on visse tranquillement. On va faire de même avec le petit rail qui est à l'arrière. Alors là, vous remarquez, il n'y en a que 2. Bah oui, parce qu'il y a nettement moins de poids à l'arrière. Alors pour le coup, ils fournissent quelques vis de trop. Mais c'est bien, ça permet de pallier à la perte. On termine de visser sur le montant arrière. Et on serre bien, histoire que ça ne bouge pas. Donc maintenant qu'on vient de terminer eh bien, la partie montage des rails, on va passer à l'étape qui va pas être la plus simple en tout cas. C'est d'apporter l'onduleur jusqu'ici et de l'insérer dans la baie, de le faire glisser sur ces rails. Et puis après, bon bah voilà, il va falloir le fixer un petit peu. D'ailleurs, je pense que j'ai fait une petite erreur, parce que vous voyez, sur la petite patte qui est ici, eh bien, je m'en suis souvenu juste à l'instant, il va falloir visser justement les 2 vis entre la patte, l'onduleur et le montant de la baie. Bon, bah c'est pas bien grave, on dévissera les 2 vis des 2 côtés, puis on vissera l'ensemble après. Donc, on va démonter ces 2 petites vis, on présente l'onduleur, on met les pattes de chaque côté, et après on revisse l'ensemble. Allez, c'est parti, je vais chercher l'onduleur. Bon bah voilà, l'onduleur s'est introduit sans grande difficulté. Alors par rapport à ce que je vous indiquais, oui, il va falloir que j'enlève la petite vis qui est ici, parce qu'elle va venir se visser par-dessus. Et il y a même un deuxième trou qui est prévu. Alors, je vous l'avoue que habituellement, nous, on met rien derrière. Mais bon, étant donné qu'ils m'ont fourni 2 vis de plus, on va aller jusqu'au bout. On va se mettre un écrou carré dans le montant. Comme ça, cette deuxième vis va pouvoir être vissée sur le montant en lui-même et non pas à travers le rail de support.
Est-ce que ces deux vis-là sont vraiment nécessaires? Franchement, je doute. Mais on est allé jusqu'au bout du truc. Alors par contre, ce qui est un petit peu étrange, c'est qu'on a bien les vis, mais on n'a pas les écrous carrés. Bon, vous me direz, quand vous avez une baie, hein, généralement des écrous carrés, vous en avez quelques-uns. Donc, je vais aller récupérer 2 écrous carrés compatibles avec ces vis, et puis on va se mettre les écrous carrés maintenant, et on va visser l'ensemble. Donc voilà, une petite partie de notre réserve, parce que on en a encore d'autres sachets qui sont rangés, mais on va aller voir si avec ces écrous-là, alors peut-être pas déjà celui-ci, mais lui là, me paraît potentiellement adapté. Et là, c'est pas mal. Alors, la petite feinte, c'est d'aller les écraser un petit peu, parce que sinon, vous pétez les doigts. Et bon, là, il n'y en a que 2 à mettre, donc ça va. Mais quand vous en avez des centaines à mettre dans les baies, vos doigts, ce sont vos outils. Et donc, il faut en prendre soin. C'est manifestement juste au-dessus, là, qu'il va falloir le mettre. Ah oui, alors lui, il était vraiment, vraiment resserré. Peut-être un peu trop, il va se barrer. On va le desserrer, parce que là, c'était vraiment trop exagéré. Ouais. Bon, il ne devrait pas partir, mais enfin, il est quand même bien écrasé. De ce fait, ici, on va voir ce qu'il en est sans l'écraser. Et c'est pas mal du tout. Voilà, on ramène l'onduleur. Il faut juste qu'on fixe de part et d'autre, eh bien, les petites plaques. Voilà, donc là, on a fixé celle de gauche avec les 4 petites vis. Et puis, de ce côté-ci, eh bien, c'est la même chose. Vous avez la patte de fixation qui est fixée là. J'ai qu'une seule crainte, c'est que l'écartement de mes montants soit légèrement supérieur à ce que peuvent faire ces 2 petites pattes. Normalement, ça devrait pouvoir le faire, mais voilà, sur le bas d'une baie, parfois, on a des montants qui sont fixés un tout petit peu plus sur l'extérieur. On va voir ce que ça donne au montage. Donc, je commence par enlever les 2 vis qui étaient sur le haut du rail. Voilà, donc, c'est enlevé. On pousse tout ça dedans. Et c'est nickel. Très bon écartement des rails. Je vous montre tout ça. On est vraiment, vraiment très bien positionné ici. Et on est vraiment très bien positionné de ce côté-là également. Et puis après, on va passer à la partie raccordement électrique de l'onduleur, la mise en service, etc. Donc pour l'instant, on va aller se mettre nos 2 vis et d'une. Et puis je vais mettre l'autre de ce côté-ci, comme ça, ça sera bien équilibré. Voilà, et alors là, juste pour vous montrer un petit truc, quand vous mettez l'onduleur au format tour, eh bien, il faut écarter un petit peu ici. En tout cas, on s'arrange pour sortir ce bloc-là. Et vous allez pouvoir tourner cela et le mettre, vous voyez, hop là, dans l'autre sens. Ce qui fait que là, votre écran LCD eh ben, va être totalement lisible sans que vous ayez besoin de faire une gymnastique avec votre cou pour aller lire ce qu'il y a écrit dessus. Et alors là, quand vous êtes là, bah, pour vous montrer le changement de batterie, attendez-vous à un truc super compliqué, hein, je suis désolé. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, chez Eaton, on ne sait pas faire très simple. Je blague, et vous voyez bien là, hein, vous voyez bien, je prends le bloc là, je claque comme ça, hop, je tourne, et voilà, j'ai accès au bloc batterie. Alors vous l'avez compris, hein, c'était vraiment une grosse blague. C'est super simple de changer le bloc batterie sur un 9PX. Là, je vous ai fait le plus difficile, hein, presque. Hein. Bon, alors, je rigole un peu, mais bon, déjà, petite consigne de sécurité, ne portez pas normalement de bague, vous voyez, comme moi, de chaîne en or qui traînerait au milieu de votre baie, ou tout autre, on va dire, appareil dans lequel vous pourriez vous accrocher, etc. Vous démontez donc le plus, le moins ici, vous avez ces 2 vis là, vous retirez le cache en ferraille,
et vous tirez le bloc de batterie, et ben après vous faites l'opération inverse. Donc moi je vous recommande d'acheter des blocs batterie de chez Eaton, comme ça vous êtes certain de leur qualité, de leur date de fabrication. Vous voyez, c'est pas des trucs qui ont été fabriqués il y a 1000 ans et qu'on vous refourgue pas cher sur internet. Là au moins vous êtes certain que ces batteries là sont récentes avec une date, vous voyez, la date de fabrication, la date de montage maximum avant une décharge trop déraisonnable, on va dire. Donc voilà, achetez des batteries chez nous ou chez Eaton, mais achetez des batteries Eaton. On remet la ferraille, on reclipe, et puis bah voilà, opération encore plus compliquée, remettre le cache en place. Je vais faire pivoter l'afficheur dans le bon sens, tant qu'à faire. Remarquez, ça peut être sympa, hein, vous penchez comme ça, vous regardez, au lieu d'être devant. Pourquoi pas, après tout. Ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est la partie électrique. Et puis, on rallume tout ça, et puis on voit si tout va bien. Bon, je suis pas inquiet. Hein. Donc, sans difficulté, comme vous pouvez le voir, j'ai pu remettre la tâche anti-arrachement. Ce que vous pouvez voir, peut-être, attendez, j'enlève la lumière du smartphone. C'est la petite diode verte là qui clignote, qui dit que l'onduleur est bien alimenté. Alors, il n'est pas en service, hein, mais il est alimenté. Et puis, bah, juste là, vous pouvez voir que les alimentations... hop là, voilà. Les alimentations du PVE 7 sont sur le groupe 1 et les alimentations du PVE 8 sont sur le groupe 2, ce qui fait que nous pourrions éteindre tout le groupe 1 pour arrêter électriquement le PVE 7 ou tout le groupe 2 pour le PVE 8 et ainsi le faire redémarrer correctement si un jour on en avait besoin. Voilà, puis alors les alimes, comme vous pouvez le voir, elles sont ici, voilà, du PVE 8 et puis les alimes du PVE 7 qui sont là. Voilà, donc on se retrouve sur la face avant de l'onduleur. Comme vous pouvez le voir, on a le petit économiseur d'écran d'Eaton qui est ici. Donc là, il m'a dit qu'il est à recharger à 90% et qu'ici, bah, il n'y a tout simplement aucune charge et qu'il est donc éteint. Et eh bien, nous allons l'allumer. Alors, attendez, encore une petite chose, groupe 1 off, groupe 2 off. Nous pourrions allumer que le 1 ou que le 2 ou que les deux, peu importe. Bref. Nous, déjà, on va allumer l'onduleur. 1, 2, 3. Clac. Et il va s'allumer. Vous voyez la petite LED là. Et puis, il va maintenant entamer son processus de démarrage. C'est fait. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas une grosse charge dessus, étant donné que tous les deux serveurs sont à l'arrêt, mais comme vous pouvez le voir, ils sont maintenant alimentés. On a la petite diode là qui nous l'indique. Alors je vous montre les différents sous-menus qu'on peut avoir ici. Donc là, vous voyez, ça a démarré un petit peu. Les serveurs se sont mis à consommer un peu plus. On est à 10%, hein, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais pour vous montrer un petit peu les menus, là je l'ai donc mis en français pour que ça soit plus simple. On a la mesure, par exemple la mesure de la charge. Donc là, vous voyez, 240, 290 watts, bon, ça varie un petit peu. On l'a en ampères. Et comme on peut le voir ici, c'est ce que je vous ai tout à l'heure, hein, les watts égale les VA, donc très bon rendement. Si on descend, on a donc les entrées-sorties. Donc là, on a l'entrée et la sortie qui est hyper stable, comme vous pouvez le voir ici. L'entrée, ça varie un petit peu. Ça varie pas beaucoup. Mais par contre, la sortie, voilà, on est fixe. Et c'est toute la qualité du online double conversion. Alors, en dessous, le rendement. On a 83% de rendement. Balèze. On a, hop, la batterie qui, pour l'instant, est chargée à 90%. Mais tout en étant à 90%, on a quand même 66 minutes d'autonomie. Donc, je peux vous dire qu'on est un peu tranquille. Surtout que si on met au rebut le PVE 7, qu'on le remplace par un MS01 qui consomme beaucoup moins, on aura encore plus d'autonomie. Donc c'est vraiment top. Et puis de toute façon, dès que ça va se charger, cette autonomie va grimper. Donc c'est vraiment top. La puissance moyenne, donc voilà, ils vous font des moyennes qui sont pour l'instant sur un délai assez court. Hein. Donc la moyenne, elle est sans doute un petit peu faussée. Ou en tout cas, elle sera actualisée. Et puis, voilà, la consommation cumulée depuis la mise en service. Donc, 0 kW pour l'instant. Bah oui, il vient d'être mis en service. Donc voilà, on a fait un petit tour.
ce qui m'a permis d'attendre un petit peu que les serveurs soient vraiment up. Mais vous voyez, finalement, même avec les CPU qui tournent, bon alors là il y a peut-être des VM qui sont à l'arrêt, donc on n'exploite pas beaucoup les CPU, mais en tout cas même avec les disques qui tournent, etc., on est tranquille à un 9-10%, on est vraiment bien. Alors donc pour terminer cette vidéo, eh bien j'espère déjà qu'elle vous a intéressé. Bon, il n'y avait rien d'extraordinaire, hein. C'est juste le montage d'un onduleur. Ça m'a permis au passage de vous donner 2-3 infos, je l'espère, intéressantes sur les caractéristiques du 9PX, d'une façon générale plus sur les online double conversion, et puis de vous montrer un petit peu l'intégration de ce type d'onduleur avec une petite erreur de ma part sur la petite vis qu'il fallait pas monter tout de suite. Bon, on n'en monte pas tous les jours non plus, hein, je vais pas vous raconter d'histoire. Mais voilà, bon, bref, c'est pas bien gênant. Il est en place. Dans la seconde vidéo qu'on va donc vous faire, elle sera dédiée à la partie réseau. Là, vous l'avez vu, j'ai même pas mis le câble réseau, donc elle sera dédiée à la partie réseau, où on va vous montrer vraiment l'administration de cet onduleur, tout ce qu'on peut y voir comme information, ce qu'on peut mettre comme alarme, etc. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Et puis bah voilà, hein. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, que ça a pu vous apprendre des choses. Moi, je vais terminer vite fait. On va redémarrer les serveurs réellement, alors, en tout cas les serveurs virtuels qui tournent dessus, voir que tout va bien. Et puis, on va partir tranquillement en week-end. Allez, je vous remercie. À très bientôt. N'oubliez pas de liker. Faites un petit commentaire sympa aussi. Ça sera agréable pour ceux qui travaillent le week-end. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous.